Bonjour mes amis, me voilà encore une fois pour une nouvelle lecture avec mon ami Joujou. Dis bonjour. Voilà. Et une lecture de Persuasion de Jane Austen, comme prévu. Et le chapitre 11. Et à cette occasion, je voulais bien m'excuser parce que la dernière fois, je vous ai parlé du chapitre 6, je pense. Alors que moi, je suis en chapitre 11. Le dernier chapitre, je pense. Voilà, le dernier chapitre. Donc, on va lire ensemble le dernier chapitre de Persuasion. Et on va voir la fin de ce roman. Une journée seulement s'était écoulée depuis la conversation que Khan avait eue avec Madame Smith. Mais son intérêt ensuite était reporté d'ailleurs. Et la conduite de M. Elliot lui était devenue à ce point indifférente, sauf par les effets qu'elle avait produits auprès d'une certaine personne, que tout naturellement, le lendemain matin, elle différa encore une fois sa visite d'explication à River Street. Elle était promis aux Musgrove de ne pas les quitter de petit déjeuner jusqu'au dîner. Sa parole était donnée si bien que le caractère de M. Elliot, comme la tête de la sultane Scheherazade, bénéficia d'une nouvelle journée de répit. Il lui fut impossible malgré tout d'être exact à son rendez-vous. Le temps ne lui permit pas, et tout loisir lui fut laissé de déplorer l'averse en pensant à la déception de ses amis, ainsi que d'en souffrir pour son propre compte. Avant qu'elle pût se risquer à mettre un pied dehors, quand elle eut atteint l'auberge du chef blanc, et fut entrée dans la bonne salle, elle découvrit qu'elle arrivait un peu tard et qu'elle avait été devancée. En face d'elle se trouvait Madame Musgrove, engagée dans une conversation avec Madame Croft, et le capitaine Harvey, qui parlait au capitaine Wentworth. Elle apprit aussitôt que Marie et Henrietta, lassées d'attendre, étaient sorties à la première éclaircie, mais seraient bientôt de retour, et que Madame Musgrove avait reçu des ordres stricts de la garder le temps que durerait leur absence. Il ne lui resta plus qu'à s'incliner, prendre un siège, faire semblant d'être détendue et éprouver d'emblée toutes les émotions qu'elle avait pensé ne devoir l'agiter que peu avant la fin de la matinée. Il n'y avait aucun détail, aucune perte de temps. Elle se trouva plongée dans la joie de pareilles tracas, ou le tracas de pareille félicité. Instantanément, 2 minutes après son entrée dans la pièce, le capitaine Wentworth dit: « Nous allons pouvoir rédiger la lettre dont nous avons parlé, Harvey, dès maintenant, pour peu que tu me donnes de quoi écrire. » Le nécessaire était apporté de main sur une table à part. Il y alla, et leur tournant presque le dos à tout se laissa absorber par son ouvrage. Madame Musgrove racontait à Madame Croft comment l'accord s'était fait sur les fiançailles de sa fille aînée. Elle donnait un tel volume à sa voix qu'il était on ne peut plus gênant d'être là. C'est ma machine à laver, je m'excuse si vous entendez ce son.
On n'avait aucun mal à la suivre alors qu'elle prétendait à la plus grande discrétion. Anne voyait bien que l'échange de propos ne lui était pas destiné. Et pourtant, comme le capitaine Harvey paraissait songeur et peu enclin à engager la conversation, elle ne pouvait s'empêcher de prêter l'oreille à bien des détails qu'elle aurait préféré ne pas entendre, comme Monsieur Miscoff et mon frère Hayter se sont rencontrés plus d'une fois pour en discuter. Un jour, mon frère Hayter a dit une chose le lendemain. Monsieur Miscoff en a proposé une autre. Ma sœur Hayter a eu une idée. Les jeunes gens voulaient ce à quoi, pour ma part, j'avais d'abord dit non, jamais, et puis après, je me suis laissé persuader que cela pouvait fort bien s'accepter. Madame Miscroft continua longtemps dans le même registre, celui d'un récit à cœur ouvert. C'étaient des détails qui, même s'ils avaient bénéficié de tout ce que le bon goût et la délicatesse pouvaient leur apporter, ce qui n'était pas dans les possibilités de la brave dame, n'était capable de retenir véritablement l'attention que des principaux intéressés. Madame Croft écoutait sans impatience aucune, et quand elle plaçait un mot, ce remarque était empreinte de beaucoup de bon sens. L'espoir d'Anne était que les messieurs fussent chacun trop occupés pour entendre. Et ainsi, madame, tout bien considéré, dit madame Musgrove, dans un murmure parfaitement audible, tout en regrettant que ce ne soit pas différent. Nous n'avons pas pu, au bout de compte, en toute justice, tenir ferme plus longtemps. Charles Hayter était ingouvernable. Henrietta ne voulait guère mieux. Nous avons pensé qu'elle ferait aussi bien de se marier tout de suite pour après se débrouiller comme tant d'autres l'avaient fait avant eux. Cela vaudra mieux, ai-je dit, que de longues fiançailles. J'allais vous en faire la remarque, s'écria madame Croft. J'aime mieux voir des jeunes gens se mettre en ménage sans attendre, avec un petit revenu pour se débattre ensemble contre quelques difficultés, que liés inextricablement par de longues fiançailles. Je dis toujours que, même si d'un côté et de l'autre. Ma chère madame Croft, s'exclama madame Musgrove, incapable de la laisser terminer, il n'y a rien qui me fasse autant peur pour des jeunes gens que de longues fiançailles. Je m'y suis toujours opposée en ce qui concernait mes propres enfants. C'est très bien, disais-je, pour des jeunes gens de se fiancer s'ils sont certains de pouvoir se marier 6 mois plus tard, ou même 12 mois, ou même 12. Mais de longues fiançailles? Oui, chère madame, reprit madame Croft, ou des fiançailles dont on ne sait pas ce qu'elles donneront et qui risquent de durer. Quand on s'engage sans être sûr qu'à un moment donné, on aura les moyens de se marier. Mon opinion est qu'on se hasarde beaucoup et très imprudemment. À mon sens, tous les parents devraient l'empêcher dans la mesure où ils le peuvent. Anne trouva en cet instant à la conversation un intérêt inattendu. Elle sentit le rapport avec son propre cas, et cela dans un frisson nerveux qui la parcourut tout entière. Instinctivement, son regard se porta aussitôt sur la table, plus loin, où la plume du capitaine Wentworth avait cessé de bouger.
Il leva la tête, marqua un temps d'arrêt, écouta pour l'instant, d'après se tourner et lui lancer un regard, un seul, un bref, mais chargé de sens. Les deux dames continuèrent de parler pour faire à nouveau valoir des vérités que personne ne contestait et les démontrer, à l'aide d'exemples des effets néfastes d'une conduite opposée qui était tombée sous leur observation. Mais Anne n'entendait rien distinctement. Ce n'était qu'un bourdonnement à son oreille. Son esprit était en désordre. Le capitaine Harville, auquel, à dire vrai, tout cela avait échappé, quitta alors sa place pour s'approcher d'une fenêtre. Anne parut le suivre des yeux, bien que ce ne fût que simple distinction. Peu à peu, elle comprit qu'il l'invitait à venir le rejoindre, là où il était. Il la regardait en souriant, et d'un léger signe de tête semble lui dire « Venez me voir, j'ai quelque chose à vous raconter. » Cette manière franche et spontanée de se montrer affable s'appuyait sur des relations plus anciennes et celles qui étaient réellement les leurs. L'invitation s'en trouva renforcée. Anne se secoua et alla vers lui. La fenêtre où il se tenait était à l'autre bout de la pièce par rapport à l'endroit où les deux dames étaient assises, et, bien que plus proche de la table de capitaine Wentworth, tout de même assez éloigné de celle-ci. Quand Anne rejoignit le capitaine Harville, sa physionomie reprit l'expression sérieuse, réfléchie, qui paraissait lui être naturelle. « Regardez, dit-il en défaisant un paquet qu'il avait en main et en découvrant une petite miniature. Savez-vous qui est cet homme? » « Bien sûr, c'est le capitaine Benwick. »« Oui, et vous devinerez sans peine à qui le portrait est destiné, mais d'une voix sourde. Il n'avait pas été peint pour elle, mademoiselle Elliot. Vous rappelez-vous quand nous nous promenions côte à côte à Lyme, le plaignant dans son malheur, je ne me doutais guère alors. Mais peu importe, ce portrait lui réalisé au Cap. Benwick qui avait rencontré un jeune peintre allemand plein de talent, par fidélité à une promesse faite à ma pauvre sœur. Il posa pour lui, il lui rapportait le tableau, et c'est à moi maintenant qu'échoit la responsabilité de le faire encadrer convenablement pour quelqu'un d'autre. On m'a confié ce soin, mais qui pouvait en employer? J'espère ne pas lui en vouloir. Ce n'est pas que je regrette d'avoir trouvé quelqu'un pour s'en occuper à ma place, regardant le capitaine Wentworth. C'est lui qui s'en engage, c'est lui qui s'en charge. Il écrit maintenant à ce sujet, et d'une lèvre tremblante, il conclut en ajoutant « Pauvre Fanny, elle n'aurait pas fait si vite à l'oublier. » « Non, repartit Anne, d'une voix émue, étouffée, je n'ai pas de peine à vous croire. Ce n'était pas dans sa nature. Elle l'adorait. Ce ne peut être dans la nature d'aucune femme, dont l'amour est assez sincère. Le capitaine Harville sourit, comme pour dire « Prétendez-vous à cela pour votre sexe ?» Et elle répondit à la question en souriant elle aussi. « Oui, nous ne vous oublions certainement pas aussi vite que vous
nous oublier. C'est peut-être notre lot davantage que notre mérite. Nous n'y pouvons rien. Nous vivons au foyer paisiblement, une vie profanée, et nos sentiments au-dedans nous consument. Vous vous êtes contraint à l'action. Vous avez une profession, un objet, des affaires d'une sorte ou d'une autre qui aussitôt vous font retourner dans le monde. Ces occupations, ces changements qui n'en finissent pas, rendent les impressions moins durables. Voilà. Donc, je finis cette lecture à la page 329. Je n'ai pas encore terminé. Le chapitre 11. On aura d'autres occasions à le terminer ensemble. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé de bons moments avec moi. À la prochaine.